Section 12 de À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 12. Bourgogne et Charolais. La vallée où la Saône, au fond d'un ancien bassin lacustre, coule avec une lenteur qui faisait l'étonnement de César, s'étend entre le Jura d'une part et, de l'autre, les montagnes du Charolais et de la Côte d'Or, communique par des seuils faciles avec les vallées du Rhin, de la Meuse, de la Seine, de la Loire, forme ainsi un vaste couloir ouvert à tous ses voisins et, par cela même, peu capable d'être le siège d'une solide puissance politique. C'est la Bourgogne, et le mot évoque aussitôt quantité de choses disparates, passagères ou permanentes. C'est, au début de l'histoire, un pays dont les habitants sont comme à cheval sur les plateaux qui séparent le nord et le midi de la Gaule. Alésia est une des dernières citadelles qui résistent aux Romains. Autun sera plus tard une des villes qui accueilleront le plus vite leur civilisation. Puis les Burgundes y fondent un royaume qui déborde sur l'autre versant du Jura, royaume qui se transforme en un grand fief destiné bientôt à se couper en deux. Après que les fastueux et populaires ducs de Bourgogne ont fait trembler le roi de Paris, leur suzerain, après que Charles le Téméraire s'est heurté au pic des Suisses et empêtré dans les toiles de Louis XI, l'universel règne, le duché, qui a pour capitale Dijon, devient tout français, la comté où le doubs bondit et serpente échoit à l'empereur Charles Quint, dont le chancelier Granvelle se fait bâtir à Besançon un magnifique palais. Elle restera ballottée entre l'Espagne et l'Allemagne jusqu'au temps du roi Louis XIV. Besançon, vieille ville espagnole, pourra dire encore Victor Hugo, qui s'avise d'y naître en 1802 par un de ces hasards auxquels sont exposés les enfants de ces nomades que sont les officiers et fonctionnaires de France. Que de souvenirs religieux pendant cette longue série de siècles. Sitôt, l'abbaye des Moines Blancs, qui essaime tout autour d'elle, qui comptera en 1491 3252 monastères sous sa dépendance, mais qui sera plus opulente qu'austère. Cluny, un autre couvent de bénédictins, dont l'archi-abbé, comme on le nommait parfois, offre l'hospitalité au roi et donne cours à ce dicton « Partout où le vent vente, l'abbé de Cluny a rente ». Autour de ces maisons célèbres se meuvent Pierre le Vénérable, Saint Bernard, le prédicateur de la deuxième croisade, plusieurs papes et, parmi eux, Hildebrand, qui, sous le nom de Grégoire VII, impose à tous les prêtres le célibat des moines. Abélard, le demi-hérétique, a aussi passé par là, et plus tard Vézelay, dont la robuste basilique romane trône sur un promontoire de roche, sera le berceau inattendu de Théodore de Bèze, le lieutenant de Calvin. Mais l'orthodoxie triomphe et rayonne avec Sainte Chantal, la première supérieure des Visitandines, avec Bossuet, le grand évêque courtisan, l'éloquent défenseur de la foi catholique et monarchiste, qui doit son prénom si mal justifié de Bénigne au patron de Dijon, son pays natal. Plus tard encore, avec Marie Alacoque, la mystique qui créa à Paray-le-Monial le culte quelque peu fétichiste du Sacré-Cœur de Jésus. Les Noëls naïfs et gais de la Monnoye y attestent une longue persistance de la piété populaire. Au XVIIIe siècle, la Bourgogne tient toujours son rang. Elle a un tragique Crébillon qui est un bâtard de Corneille, mais elle s'éveille à la pensée indépendante. Buffon et Daubenton, tous deux de Montbard, élaborent des théories qui renouvellent l'histoire naturelle. Le marquis de Jouffroy, dit Jouffroy-la-Pompe, surnom de dérision devenu un titre d'honneur, est sur le point de dérober à l'Amérique la gloire de créer la navigation à vapeur. L'Académie de Dijon, une de ces honnêtes filles qui, comme ses sœurs de province, faisaient parler d'elle le moins possible, prend tout à coup l'apparence d'une poule qui couvrait un œuf d'aigle, le jour où elle aide à faire éclore le génie de Jean-Jacques en le conviant à rechercher l'origine de l'inégalité parmi les hommes.
Quantité d'esprits libres et de bourguignons salés naissent dans cette contrée plantureuse où les moines eux-mêmes ne tardaient pas à se muer en bons vivants. C'est Pyrrhon qui ne fut rien, pas même académicien, mais qui vit dans toutes les mémoires comme un fervent dévot d'Apollon, de Bacchus et de Vénus, comme un lanceur infatigable de plaisanteries lestes ou piquantes. C'est Sedaine, le maçon poète, qui porte au théâtre les mœurs bourgeoises et campagnardes et qui pourrait passer pour l'inventeur de l'opéra comique. C'est Rameau qui composa tant d'opéras, de menuets, de gavottes, de musique grêle et charmante. C'est Greuze qui se plaît à reproduire les scènes sentimentales. C'est Prudhon, le peintre de la grâce voluptueuse. Le chevalier de Parny célèbre alors en vers et en prose cette contrée féconde où il voyage. Sa fécondité n'est point épuisée au siècle suivant. Charles Nodier y est le précurseur des romantiques. Lamartine est le chantre de Milly et de Saint-Point avant d'être le député de Mâcon. Rude sculpte farouchement la Marseillaise, Courbet peint en pleine pâte les prêtres et les bonnes gens d'Ornans. Pasteur, né à Dole, découvre et combat les infiniment petits qui tuent les vers à soie, les moutons et les vignes, qui gâtent le vin, la bière et l'eau. Grévy, et avec lui une pléiade de républicains, représentent une population de convictions solides qui, peut-être, à cause du voisinage de la Suisse, comprit et aima la République plus vite que le reste de la France. Il faut surtout noter une éruption de réformateurs audacieux. Fourier, un des patriarches du socialisme, et de Dijon, comme Cabet, qui rêve une Icarie bienheureuse et tente de la réaliser en Amérique. Proudhon, le sanglier, qui découd avec tant d'entrain les voiles protecteurs dont s'enveloppe la propriété, a, comme Rousseau, l'étrange fortune d'être le lauréat, que dis-je, le pensionnaire d'une innocente académie. Le grand démolisseur est couronné, puis honni à Besançon, en attendant d'y avoir sa statue. Mais peut-on parler de la Bourgogne sans rappeler ce qui fait sa richesse et son renom, ce qui la rend précieuse à tous ceux qui ne sont pas des buveurs d'eau, ceux qui, sans doute, entrent pour une bonne part dans les couleurs rubicondes, l'humeur joyeuse, la chaude parole de ses enfants. On entend de reste que je veux parler de ces crus fameux aux bouquets incomparables, Beaujolais, Mâcon, Arbois qui sent la framboise, Dole que les Suisses ont transplanté dans le Valais, Beaune, Chambertin, Moulin-à-Vent, Clos-Vougeot, devant lequel les généraux d'autrefois commandaient « Portez armes !» Sur les éboulis calcaires de la Côte d'Or, la bien nommée, vignobles et villages, aujourd'hui que s'éloigne le cauchemar du phylloxéra, prospèrent à l'envi et s'échelonnent durant des lieues. Dijon, ville de gueule, si j'ose m'exprimer ainsi, a des pampres dans ses armes, et les palais de ses anciens ducs montrent encore des cuisines monumentales, dignes de la ville chère aux gourmets par ses nonnettes, sa moutarde et ses bons vins. Bourguignon fait avant tout penser à Vigneron. Pourtant, au bord de la Saône, paissent aussi les grands bœufs du Charolais. Sur les pentes, un peuple de forestiers conserve des mœurs particulières. Et dans les pâturages, qui revêtent d'une herbe courte les vieilles sommités usées du Jura, abondent les vaches laitières. Des fromageries collectives y existent depuis le XIIe siècle. Et peut-être est-ce à ces traditions de solidarité que le district de Poligny doit d'avoir été longtemps le seul en France à posséder une banque agricole de crédit mutuel. Dans ces montagnes s'est produit aussi un phénomène d'osmose, comme disent les physiciens. La frontière a été comme un tissu perméable. De Suisse en France et réciproquement, il y a eu pénétration d'idées, migration d'hommes, vivant échange. Au temps de la Révolution, des horlogers du Locle et de la Chaux-de-Fonds, chassés de chez eux par la réaction dominante, vinrent chercher sur territoire français la liberté et apportèrent en présent à Besançon leur industrie. En 1815, en 1848, en 1871, le mouvement se fit en sens contraire. Ce furent des exilés français qui demandèrent asile à la Confédération helvétique et lui firent l'apport de leur activité.
En d'autres endroits de la province, le sous-sol, riche en charbon ou en fer, a fait germer comme une frondaison noire les usines et les hautes cheminées qui crachent la suie et la fumée. Châlons, que les voyageurs du XVIIIe siècle désignent comme une jolie petite ville, mériterait aujourd'hui d'autres épithètes. Le Creusot, avec ses dépendances, Montchanin, Blanzy, Épinac, Longpendu, est devenu, aux mains de la dynastie des Schneider, le centre d'une vaste exploitation qui vit de la mort, vend au peuple désireux de s'entr'égorger canons et mitrailleuses, et semble ainsi, par la nature de ses produits meurtriers, par le rougeoiement de ses fournaises, par le vacarme assourdissant de ses marteaux, par l'éclat éblouissant de ses coulées de fonte, par son armée d'ouvriers qui s'agitent presque nus dans le feu et la vapeur, une succursale terrestre de l'enfer légendaire. Partis de la grande féodalité terrienne, nous aboutissons de la sorte à la grande féodalité industrielle. Celle-ci est puissante, mais resserrée dans un espace restreint. Le pays, heureusement pour lui, a d'autres ressources qui ne dépendent point de la guerre. Fin de la section 12.